bonsoir à tous, ou bonjour. Merci d'être venus si tôt un dimanche matin. Oui, parce qu'il faut rappeler que les chasseurs d'orage, c'est des animaux de nuit en fait. Hier soir, il n'y avait pas d'orage, mais c'est bizarre, ils se sont quand même couchés tard. J'ai dû aller les chercher directement dans la chambre d'hôtel. Vous avez chassé quoi hier? Un bar? Plutôt des bières et du vin, a priori, ouais. Un poil trop. J'ai essayé d'ouvrir mon digicode pendant 10 minutes. On va commencer par la vraie vie des chasseurs d'orage, parce qu'en fait, on n'est pas juste des chasseurs d'orage, on a une vie à côté quand même. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Moi, j'avais envie de traiter un sujet qui me tenait à cœur, en fait, c'est la question de la passion, en fait. La chasse aux orages, c'est une passion très vampirisante au niveau du temps, au niveau de l'argent, au niveau de la vie de famille, enfin vampirisante au sens large, et en même temps très enthousiasmante. Et moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'est ce feu comme ça qui vous pousse à vous lever quand vous n'avez pas dormi pendant 3 jours, à continuer à courir après des orages qui vont probablement vous décevoir. Enfin, il y a une énergie comme ça qui vient de quelque part que j'aimerais essayer de définir un petit peu avec vous dans ces 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble. On va discuter pendant une trentaine de minutes et puis après on va se garder 15-20 minutes pour que vous puissiez, si vous en avez envie, poser des questions aux 3 personnes qui sont là ce soir que je vais présenter. Donc Laetitia Gibaud, qui est astrophysicienne, chasseuse d'orage aussi, de volcans, de phénomènes naturels au sens large. On parlera un peu de ça, parce que les chasseurs d'orage ne s'intéressent pas forcément que aux orages. Et c'est intéressant de voir si cette passion-là pour les phénomènes naturels se retrouve sur d'autres, le volcan par exemple, qu'on a pu voir ensemble, l'Etna en éruption. On parlera un petit peu de tout ça. Antoine Besse, pourquoi j'ai proposé à Antoine de venir? Je vais le dire tout de suite, puisque je pense que c'est un truc important. Un jour, on animait, je sais plus, une discussion du paratonnerre, peut-être, comme l'émission qu'on va avoir ce soir ici en direct. Et dans cette émission, j'ai fait un petit peu de provocation. J'ai dit, on parle, les chasseurs d'orage disent tout le temps, enfin les photographes en l'occurrence d'orage disent tout le temps, peu importe si j'ai un appareil photo, moi j'y vais d'abord pour voir l'orage. Alors dans les faits, c'est un peu moins vrai. Il y a quand même la volonté toujours de ramener une trace de ce qu'on observe. Mais Antoine, quand j'ai fait un peu de provocation et que j'ai dit qui serait partant pour partir aux États-Unis pendant une période assez longue, sans matériel de prise de vue du tout, et à partir de là, on fait juste un récit, on redonne un petit peu de place à l'écriture. Et Antoine, t'es le seul à avoir répondu spontanément, mais oui, carrément, d'ailleurs, je le fais déjà, en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser, puisque chasser les orages sans ramener du tout de photos, c'est quelque chose de très personnel, qui vient nourrir quelque chose chez nous, et tu vas pouvoir nous en parler, qui soit pas strictement prendre des photos à destination du public, mais aller chercher quelque chose de très intime, de très personnel. Et enfin, Maxime Daviron, comment je pourrais t'appeler? L'alpiniste chasseur d'orage, probablement le seul personne que je connais à chasser les orages à pied. Alors, pas complètement, tu nous raconteras, et ça sera aussi l'objet de ta conférence cet après-midi, donc on va pas répéter ce que tu diras tout à l'heure, mais on va quand même évoquer ta démarche qui est quand même assez originale et assez particulière. Tu vas en très haute montagne avec ton sac à dos, tu te caches dans des grottes, et tu attends l'orage. C'est plus ou moins ça l'idée, ouais. Mais ouais, je sais pas si je présente le truc, mais en gros, il y a quand même tu peux y aller, vas-y. Tout un travail en amont qui consiste à faire du repérage et donc aller trouver s'il y a des abris, s'il y a des grottes, des cabanes d'hébergés, des choses comme ça. Dans les Pyrénées surtout? Dans les Pyrénées, ouais, en l'occurrence. Et donc la base du truc, c'est avoir une composition en tête et surtout voir si elle est jouable en trouvant un abri. C'est le premier truc, clairement. Donc tu fais un repérage. Tu repères un abri naturel? Alors ça va être soit des abris naturels, des grottes, des cavités, des trucs comme ça, soit des cabanes, des petits refuges non gardés, des trucs... Il y en a pas mal dans les Pyrénées, donc ça c'est assez pratique aussi. Ouais. Quand tu fais tes prises de vue, tu es à l'abri de la grotte ou comment ça se passe? Il y a 2 cas de figure, soit je suis sous l'orage vraiment, et là donc je suis dans l'abri, je fais des photos depuis l'abri, donc depuis la grotte ou depuis la cabane.
soit l'orage est encore loin, soit il s'approche ou il s'éloigne, et là je peux sortir quand je juge que c'est acceptable, quoi. Et surtout qu'il pleut plus. Et donc, il y a beaucoup de fois où tu y vas pour rien. Pas mal, ouais. Ça, c'est intéressant parce que... Non, vas-y, développe. Alors, disons que la prévision en montagne, elle est vraiment très complexe pour le coup. Et même quand il y a des orages, on peut ne rien voir parce qu'on finit dans le brouillard, donc c'est des choses qui jouent. Et sinon, ça peut être juste derrière, de l'autre côté, dans un angle mort, ça arrive souvent aussi. Donc, vu qu'on ne peut pas se replacer, il faut être précis, ouais. Antoine, toi, sur la chose qu'on évoquait juste avant, sur ce rapport à l'orage qui peut se passer, justement, de matériel de prise de vue, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tu t'en es arrivé à chasser les orages et à te dire, en fait, même si j'ai pas d'appareil photo, je vais quand même y aller. Alors, c'est vrai que j'ai... Bon, il faut savoir déjà que je ne chasse pas uniquement les orages sans prise de vue, hein. La plupart du temps. Oui, il fait quand même de très belles photos. Hein, des photos du moins, mais la prise de vue, c'est vrai que parfois je peux oublier d'en faire. En fait, spontanément, quand je me retrouve devant un orage, parfois même une situation toute bête, je sors du travail, j'ai pas mon matériel sur moi, je ressens pas nécessairement le besoin de partir vite fait chez moi, récupérer le matos photo et aller observer l'orage. Je vais directement voir l'orage lui-même et profiter aussi de l'événement en lui-même, quoi. Et je trouve que ça rapproche aussi un petit peu plus du phénomène en tant que tel, parce que c'est vrai que parfois, quand on fait de la prise de vue, on est un peu absorbé par l'appareil photo et par ce qu'on est en train de faire au niveau des réglages, voilà, et au niveau de la prise de vue, qui est parfois assez, au niveau timing, parfois c'est même un peu serré, ça nous empêche de profiter réellement de l'orage. Et j'ai pris goût aussi un petit peu à faire ça quand je n'ai pas forcément matériel sur moi, que j'ai une contrainte qui m'empêche de l'avoir sur moi. Je trouve ça tout aussi intéressant de chasser l'orage, et je trouve que la partie chasse en elle-même est encore plus plaisante parce qu'en fait on se concentre simplement sur le phénomène en lui-même. Et quand tu peux pas aller à un orage parce que tu travailles, parce que tu es occupé, que tu as une contrainte, etc., il se passe quoi en fait? Est-ce que tu peux décrire ce que tu ressens à ce moment-là? Je dis à mon patron que j'ai un rendez-vous et je vais. Donc tu y vas quand même. Je rigole. En fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a une frustration, une grosse frustration de louper un orage parce qu'on a des impératifs, soit qu'on est au travail, soit voilà, on a un événement ou quelque chose. Après, oui, c'est vrai que il y a des fois où je sacrifie pas mal de choses pour pouvoir justement y aller, quoi. Enfin, ça reste ma passion prioritaire qui passe forcément devant beaucoup de choses, qui peuvent valoir aussi parfois peut-être pas des prises de tête avec l'entourage, mais un petit peu quand même des fois. Donc j'ai envie de, sans dévoiler la vie privée des gens, mais on est quand même content de rentrer un peu dans l'intimité de cette passion. Est-ce que ça implique dans la vie privée aussi? Sans rentrer dans les détails, je me souviens d'une anecdote avec toi, Laetitia, sur cette séquence du golfe de Gênes. Il faut raconter aussi nos tristesses, nos déboires, nos retards, nos échecs, parce que en fait, ça fait 90% de l'activité du chasseur d'orage. Et moi, j'ai envie de comprendre pourquoi on se fait autant chier, en fait. Et l'histoire avec Laetitia, c'est une séquence extraordinaire. Donc, vous avez peut-être vu certaines images, une séquence où il y avait une trentaine de chasseurs d'orage dans le golfe de Gênes. C'était, la date m'échappe, mais je n'ai pas la mémoire des dates. 2020. 27 septembre. 7 septembre 2020. Et à ce moment-là, Laetitia, toi, t'es arrivée un peu après la bataille, après ces séries de quinzaine de trombes avec la foudre dans le golfe de Gênes, une forme de Graal. Excuse-moi, c'est pas pour remettre le couteau dans la plaie, mais si on parle pas de ces moments-là, si on parle pas de ces moments-là, et ce qu'il faut raconter, c'est tout ce qu'il y a en amont qui t'amène en fait à avoir bien sûr, oui, ça fait partie les décisions qu'on peut prendre, les discussions en famille, les discussions dans le couple, le temps qu'on prend, la décision qu'on prend de ne pas prendre le tunnel pour traverser par le col. Ah, il se rappelle bien. Tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote? Oui, volontiers. En fait, quand j'ai eu du monde sur mon stand tout à l'heure, je disais derrière
chaque photo, il y a une histoire. Et surtout, il y a beaucoup d'histoires en dehors des photos. Parce que là, on montre les clichés, les beaux clichés. Et finalement, il y a plein d'anecdotes, plus ou moins croustillantes, plus ou moins drôles, on va dire. Et il y a celle-ci, oui. J'étais en famille, c'était chouette. Hein. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Bon. J'étais en famille du côté de Dijon et c'était très bien, c'était super. Et j'avais prévu d'aller chasser. D'ailleurs, j'en ai pas parlé à mes parents, parce qu'ils font toujours un peu de soucis. Généralement, ils savent quand je suis sur le lieu de bataille, mais pas avant. Et puis, j'ai décidé de repartir à la maison. On avait pris un peu de retard, forcément. Les repas de famille, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais chez moi, souvent, on se raconte plein de choses. Et puis, on a du mal à se séparer, et voilà. Et il se trouve qu'après, bon, des discussions aussi avec le compagnon, c'est pas toujours évident de dire je repars dans la foulée, évidemment. Un chasseur d'orage, c'est aussi personne un petit peu égoïste, c'est quelqu'un qui vit ses passions et il faut le comprendre. Et ça, c'est pas simple quand on partage sa vie aussi, que ce soit pour la famille, que ce soit pour n'importe qui. Voilà. Et oui, tu te rappelles bien, Julien, parce qu'effectivement, j'ai pris la décision de ne pas passer par le tunnel, de passer par le col. Et là, j'ai eu des conditions météo absolument exécrables, avec une route où j'ai dû m'arrêter pour voir où était la route. C'est dingue, hein. Voilà, au mois d'août, septembre, début septembre. J'ai croisé un Italien qui était aussi paumé que moi. Je lui ai demandé la direction de Gênes, il m'a demandé la direction de je sais plus quel endroit. Enfin bref, on s'est entraidés, mais en étant complètement aveugles. Et puis en descendant, j'ai essuyé, je pense, à peu près 5 orages. J'étais à la limite de m'arrêter, parce que quelque part, laisser un orage aussi, faut se faire violence. Mais je m'étais dit non, l'objectif, c'est Gênes, c'est le golfe de Gênes, et puis c'est Trombe Marine. Donc j'avais maintenu mon cap. J'arrive en me disant que j'avais peut-être loupé quelque chose parce qu'il y avait encore ces résidus nuageux. Je voyais vraiment le sommet, je commence à distinguer ce qui se passait au-dessus. Je dis, oula, je suis en train peut-être de louper un truc. Mais non, je me dis que non, on est toujours optimiste. Hein. De toute manière, on arrive, on est optimiste. Je prends mes trépieds, j'étais encore, allez, on y croit. Et là, je croise Yann, qui m'a reconnu, qui m'a dit, Letty, t'as tout oublié, t'as tout loupé, mais loupé, vraiment loupé. C'était très élégant. J'ai été accueillie comme ça, et je ne l'ai pas cru, évidemment, parce que l'optimisme, jusqu'au bout, hein, on n'y croit pas. Et quand il m'a montré les photos, je me dis, ah non, c'est pas possible. Et je crois que j'ai eu 10-15 minutes. Ouais, non, mais 10-15 minutes. Je me dis, c'est ce fichu col, ou c'est quoi? Surtout quand c'est à 15 minutes, ouais. Ouais. Ça aurait été 1 heure, ok, 1 heure, bon. Voilà, mais 10-15 minutes, je me dis, c'est pas possible. Et là, on y croit encore, dit, oh, ça va redonner, c'est pas possible. Non. Bon, il a fallu attendre le matin, mais bon, je me suis vengée l'année suivante. J'ai envie de continuer avec toi. Oui. Et parce qu'il y a des échecs, puis il y a aussi plein de réussites. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de continuer avec toi pour revenir sur l'origine de ta passion. Donc toi, tu as plutôt un profil scientifique, tu es donc astrophysicienne, tu t'intéresses à tous les phénomènes naturels, les aurores boréales, tous les phénomènes atmosphériques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de ta passion et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire tous ces sacrifices pour aller voir notamment les orages? Alors, dans mon cas, il n'y a pas eu d'événement déclencheur, autant je m'en souviens pas. Et j'ai justement posé la question récemment à mes parents. Ils m'ont dit non, toi tu es quelqu'un de très solitaire. C'est simple, pour avoir la paix, il fallait me mettre un bouquin dans les mains. Et puis là, on avait la paix. Mais je pense que je leur ai mené la vie dure parce que je me sauvais pendant les orages. Donc quelque part... tu te sauvais pour les voir ou tu te sauvais pour te cacher? Non, pour les voir. C'est pire. Et tu partais à pied? Je me sauvais en de la vélo? maison. Non, je restais autour de la maison, j'étais petite. Donc je restais quand même autour de la maison. Et bon. Donc il n'y a pas eu d'événement déclencheur, je ne pense pas. J'ai l'impression d'être née avec, de toujours avoir eu cet attrait pour l'univers, pour la nature, pour regarder ce qui se passe par terre, en l'air, tout. C'est la compréhension du phénomène que tu as été chercher dans l'observation. Déjà l'émerveillement et ensuite la compréhension. J'ai toujours voulu comprendre, mais pourquoi ça? Et puis pourquoi là, est-ce qu'on a un risque de tornade? Pourquoi est-ce qu'on a de la grêle dans cet orage et pas un autre?
ouais, voilà. Et puis, pourquoi une éclipse? Pourquoi est-ce qu'on a un fossile? Ça vient de quoi? Enfin, voilà, tout ça. Et je crois que je me suis créé un peu un univers. J'ai grandi dans cet univers où un petit peu introvertie, un petit peu moi-même, un peu solitaire, mais j'ai grandi dans un univers peuplé de volcans, de planètes, de galaxies. J'imaginais des orages absolument fabuleux. Enfin, j'ai grandi avec ça. J'ai l'impression que je suis née avec. J'ai l'impression. Mourra avec aussi, j'ai l'impression. Voilà. Et j'ai de la famille qui vient d'arriver, donc... Bienvenue. Maxime. Plaît-il? Ça va, excuse-moi de te réveiller. Moi, ce que j'ai envie d'évoquer avec toi, bon, j'ai envie de comprendre aussi l'origine de ta passion, puis on parlera aussi, on va faire filer toutes les questions à tout le monde, mais sur l'origine de ta passion et ensuite sur ta démarche particulière, tu m'as dit le sauvage, c'est vraiment le cœur de ma démarche. Tu ne veux pas de traces d'humanité ou rarement de traces d'humanité sur les travaux photographiques que tu proposes. Alors, ouais et non. Alors, pour l'origine de la passion, c'est toujours difficile à retracer. Un peu comme Laetitia, je crois que ça prend place dans une passion pour la nature au sens large, en fait. Exactement pareil, les fossiles d'abord, les minéraux, l'astronomie. Je pense qu'on est tous passés un peu par toute cette continuité en fait, dans différentes passions liées au ciel aussi, beaucoup. Et pareil, j'ai dû commencer à 14-15 ans, donc je faisais le mur, j'escaladais par le balcon pour sortir, je passais par une gouttière, et je prenais mon vélo, et j'allais dans les champs, c'était super sécurité, c'était nickel. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, bon voilà, la passion quoi. C'est réalisé par des professionnels. Exactement. Comme hier soir. Comment? Comme hier soir. Oui, voilà, exactement. Ne faites pas ça chez vous. Réalisé par des professionnels aussi. Et, merci pour l'effort en tout cas. Au niveau de la trace humaine... Oui, la trace humaine. Tu avais souvent... Alors, il faut parler de ton travail. Ton livre s'appelle Terre perdue, mais pas seulement. Terre perdue, c'est l'intégralité de ton travail. C'est une série en particulier. Une série. Terre perdue, ouais, en fait, c'est le travail que j'ai développé dans les Pyrénées sur essayer d'aller chercher des atmosphères, pour le coup sans trace humaine, ouais, et qui soient révélatrice du sauvage et du côté primitif que je ressens en montagne. Et l'idée, c'est d'essayer d'évoquer une terre qui serait restée intacte, antérieure à l'homme, en fait. D'où cette volonté de fuir les traces humaines. Après, ça m'arrive de faire des photos des photos d'orage en plaine. Et là, j'aime bien inclure des éléments humains, mais c'est deux travaux très différents, ouais. Quand tu es parti aux États-Unis, tu as écrit énormément. Tu me disais, en fait, sur mon voyage aux États-Unis, j'ai fait évidemment beaucoup de photos, mais en fait, j'ai plus écrit que pris des photos. Et en fait, vous n'êtes pas très nombreux, en chasseurs d'orage, à plus écrire sur le récit. Ça fait écho avec ce que disait Laetitia. La plupart, et je pense que c'est le cœur de ce qu'on peut proposer au public, c'est que les photos, elles se satisfont pas souvent d'elles-mêmes, elles sont plus fortes avec le récit qui a conduit à les produire, en fait. Parce qu'on imagine rarement ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais, la volonté, en fait, déjà, ça a été une passion qui est née à peu près en même temps que la photo, je pense, l'écriture. Mais la volonté, c'est de favoriser l'immersion au maximum. Et c'est difficile, quand on a une photo totalement décontextualisée, d'arriver à faire ressentir aux gens ce qu'il y a derrière, quoi, et ce qui est souvent presque plus intéressant, au final. Donc, aux États-Unis, ouais, c'était un voyage qui était pas entièrement dédié aux orages, en fait. On est parti de Montréal pour aller dans le Yukon, mais ça a duré des mois et des mois, donc on n'a passé que 2 semaines dans la Tornado Alley. Mais ouais, le récit permet de voir tout ce qui se passe entre les orages sur la route. Et ce qui a conduit aux photographies que tu proposes. Ouais, en gros. Non, je voulais parler en fait de l'objet physique, livre. Ouais, c'est très important pour toi de proposer physiquement des expositions photographiques. Enfin, tu es photographe, tu as choisi d'en vivre, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, mais c'est intéressant que tu nous en parles parce que c'est souvent le rêve de la plupart des chasseurs d'orage ou même des photographes qui sont pas forcément des chasseurs d'orage, de vivre de sa passion.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, c'est-à-dire la définition d'une œuvre, d'un style, d'une démarche particulière? Donc le sauvage, tu le disais, c'est le cœur de ton travail, mais peut-être tu peux développer un peu plus cet attachement que tu as au concret, au livre, au tirage. Ouais. Alors, en fait, l'exposition photo, l'exposition et le livre, c'est un peu les aboutissements d'une démarche photographique, dans le sens où elle est faite pour être vue comme ça à la base. Normalement, elle est en argentique, ça n'existait pas sur les tout petits écrans minuscules de voir. T'as commencé en argentique ou en numérique? J'ai commencé avec des jetables, donc c'était argentique encore, et puis avec l'argentique familiale à l'époque. T'as pris des photos d'orage avec des appareils jetables? J'ai pris des photos d'orage, non, pas à l'époque. Non, j'ai commencé la photo d'orage avec un numérique, mais par contre, j'ai des photos d'orage que j'ai pris en noir et blanc, en argentique, en 2013. Et j'ai jamais développé ces pellicules, donc je sais pas ce que ça a donné. Ça sera peut-être l'exposition de l'année prochaine. Je pense que ça va être marrant de les développer, elles auront bien vieilli, ça va être sympa. Mais c'est intéressant la question du noir et blanc. Il y a quelques chasseurs qui ont choisi de proposer des photos en noir et blanc. Je ne sais pas si toi, Antoine, c'est des choses que tu as déjà fait. Pour le coup, non, pas du tout. J'ai jamais. Alors, je me suis peut-être un petit peu amusé au niveau du traitement des fois, à regarder un peu ce que ça donnait. Mais bon, déjà, je suis daltonien, donc des fois le traitement c'est déjà encore compliqué. Ouais. Ah oui, et en fait, je suis très mal foutu. Hein, je pense qu'en fait, ils le sont pas au départ, mais que à force de regarder la foudre de près, à mon avis. On est complètement grillé, hein, on est fusillé déjà. Oui, parce que Nicolas Gascard, dont vous allez voir la conférence juste après, très intéressante d'ailleurs, il faudra rester. Vous allez pouvoir comprendre ce que c'est qu'un fou d'éclair, littéralement, une passion chevillée au corps. Continue à nous parler dans ton amour pour les orages. On a souvent, allez, je vais schématiser, mais disons il y a la team tornade. Enfin, c'est ce qui fait le plus vibrer, c'est l'image matricielle comme ça de notre passion. C'est par exemple le film Twister, voilà, la tornade, le vent, etc. Mais il y a aussi la team foudre. C'est plus des oiseaux de nuit, puisque avant l'apparition des cellules de déclenchement comme celle de Walt que vous pouvez voir sur le stand dehors, avant ça, on ne pouvait pas prendre de photos d'éclairs de jour. Et donc, les amateurs de foudre étaient souvent des oiseaux de nuit, des noctambules, et on devait attendre que le soleil se couche pour poser l'appareil photo sur trépied et déclencher en pose B. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu tu me disais, moi j'ai quand même un attrait quand même pour la foudre en premier lieu, avant même les phénomènes venteux tourbillonnaires, quoi. Alors tout à fait, j'ai toujours adoré la foudre. Alors voir des trombes ou une tornade, c'est un sentiment inqualifiable aussi. J'adore ça, j'adore l'orage au sens large, mais c'est vrai que la foudre, je pense aussi de par son côté extrêmement imprévisible, très furtif. Il y a quelque chose qu'on retrouve dans la foudre qu'on retrouve pas forcément dans d'autres paramètres. Par exemple, la grêle, le vent, on est capable de savoir quand même avec l'expérience quel orage va nous donner potentiellement de la grêle, quel autre va nous donner du vent. Après, voilà, les structures orageuses, c'est toujours quelque chose de très intéressant, mais je vais être beaucoup plus fasciné par exemple par un orage monocellulaire qui va me lâcher des grappes de foudre ramifiées dans tous les sens, plutôt qu'un Arcus multicouche qui va débarouler sur moi et où je vais sûrement m'envoler avec. Donc c'est vrai que la foudre reste quand même le phénomène qui m'attire le plus. C'est sûrement celui qui m'a mis dans la passion déjà en tant que tel, parce que étant très jeune, beaucoup plus jeune que maintenant, j'avais très peur de l'orage. Je me cachais dans les toilettes de chez mes parents, seule pièce enfermée où il n'y avait aucune fenêtre. Comme ça, je perdais, je voyais pas les éclairs, ça me terrifiait. Oui, dans les chasseurs d'orage, il y a parfois des expériences d'enfance un petit peu traumatisantes qui ont été dépassées justement, mais il y a aussi, à l'inverse, voilà, l'attirance sans peur. Donc c'est intéressant de savoir que cette appréhension, tu l'as dépassée justement pour aller voir de plus près le phénomène qui te terrifiait quand tu étais enfant, quoi. C'est ça, et je sais que oui, je pense qu'il y en a même... Ah, si c'est bon, vas-y. Je pense qu'il y en a même dans la salle qui ont peut-être une expérience un peu similaire avec l'orage. J'ai déjà discuté avec des gens en tout cas qui avaient également peur de l'orage en étant jeune.
Et voilà, c'est intéressant d'ailleurs de parler de ça avec les gens, parce que je pense qu'il y a quand même une part assez importante de chasseurs d'orage qui potentiellement en avaient peur ou qui avaient une certaine appréhension. Même s'ils ne le disent pas sur les réseaux sociaux. Oui, par exemple. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, je trouve ça super intéressant parce que c'est paradoxal de se dire que avant, je pouvais par exemple avoir très peur de l'orage. Pour le coup, moi, j'ai eu une expérience qui m'a coupé entre guillemets de cette peur. C'est que je faisais une petite partie de football avec mon père dehors. Il y a un orage qui est né en fait sur notre position. Il y a un impact de foot qui est tombé extrêmement proche. Alors bon, sur le coup, les jambes à mon cou et je suis allé dans les chiottes, comme à mon habitude. Mais avec le recul, effectivement, je me suis dit, ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait. C'est là où j'ai commencé à me dire. Alors il y avait toujours ce côté appréhension, mais il y avait de l'autre côté ce côté fascination qui a commencé à naître. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis j'ai commencé vraiment à devenir un féru de ça, peut-être à partir de mes 13, 14, 15 ans, au point que quand je voyais un orage passer un peu au loin, mais que je ne pouvais pas aller le chercher, il y avait quand même une frustration qui était immense. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais faire ça. Je voyais les vidéos. J'ai quand même pas mal grandi aussi avec ma chronique chaotique, avec Christophe notamment, avec des pionniers un peu du domaine, et je me suis dit ouais, c'est possible de faire ça, il faut absolument que je m'y mette lorsque je vais pouvoir avoir un moyen de locomotion et me déplacer, quoi. C'est vrai que la voiture, c'est quand même un outil presque indispensable pour les chasseurs d'orage, mais c'est intéressant parce que Maxime, toi tu continues à chasser dans les chasses qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire en voiture, mais tu as quand même fait une partie de ton activité à pied. On reviendra sur ça à la fin, mais je voulais entendre, moi, Laetitia, justement sur... on avait eu cette conversation pour préparer la discussion, sur les différentes sensations et les différentes émotions qu'on pouvait avoir en fonction des phénomènes naturels. La plupart des chasseurs d'orage aiment aller voir les aurores boréales en hiver, aiment voir des volcans en éruption, enfin les phénomènes naturels un peu puissants. C'est aussi ton cas. On s'est retrouvé un jour sur l'Etna en éruption. Tu as eu la chance de voir des aurores boréales, etc. Oui. Et j'aimais bien la façon, tu peux nous en parler un petit peu, les différentes émotionnelles en fonction des phénomènes observés entre les volcans, les aurores boréales, les orages. Oui. Ça fait quoi ? On n'appréhende pas le phénomène de la même façon, de toute manière. Autant pour un orage, il y a le côté important de l'adrénaline, du challenge. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu aussi avec le phénomène naturel, de toujours se repositionner, de rester à l'avant d'une cellule, de rester à l'avant d'un arcus sans se faire grignoter ou de s'envoler, comme tu disais. La tornade, j'en parle même pas, je veux dire, il faut être bien placé aussi, on cherche toujours à s'en approcher, donc c'est le côté challenge, le côté adrénaline. Chasse au trésor un peu ? Oui, on peut apparenter ça à une espèce de quête au trésor. Ouais, Maxime, il parlait de... On va continuer, mais Maxime, il parlait d'animalier. Il comparait ça à un affût de photographes animaliers. Tu peux nous dire peut-être 2 mots, puis ensuite on reprend la suite, parce que... Ouais, dans la pratique de chasse à l'orage en altitude en tout cas, mais en final ça s'applique à la chasse à l'orage en général. Ce qui est particulièrement le cas en montagne, c'est qu'il faut avant tout connaître déjà le terrain, ça c'est vital, déjà pour rester en sécurité, ça c'est évident. Mais aussi parce que, ça je l'ai appris à force d'y aller au fil des saisons, mais les orages vont avoir des comportements différents d'une vallée à l'autre, d'un versant à l'autre, d'une période à l'autre. Ils ont des caractères, les orages. Ils ont vraiment des habitudes, des personnalités. Et du coup, aussi connaître l'animal, connaître le phénomène. Et ce qui est marrant avec les orages, c'est que ça s'apparente quand même vachement à ça, quoi. C'est un truc qui naît, qui évolue, qui interagit avec son environnement. Et donc c'est ça, c'est connaître... le comportement, entre guillemets, de l'orage et le terrain dans lequel il évolue. Ça, c'est la base du truc avant tout, quoi. Laetitia, par rapport aux autres phénomènes ? Je rejoins complètement ce que tu dis. C'est exactement ça. Et par rapport aux autres phénomènes, par exemple, prenons l'exemple des volcans.
c'est encore autre chose. Là aussi, on se sent tout petit. Je pense que dans tout phénomène, enfin moi, en ce qui me concerne, je me trouve absolument quelque chose d'insignifiant, et c'est ce qui nous rend encore plus vivants et peut-être encore plus humbles. Je veux dire, que ce soit en astro, que ce soit face à un volcan en éruption, que ce soit face à un déchaînement orageux ou même une aurore boréale. Enfin, je veux dire, ce sont des phénomènes qui restent, qui nous remettent un petit peu à notre place. Alors, plus ou moins violemment, on peut se faire botter les fesses par un orage et puis être complètement hypnotisé par une aurore. Donc, c'est des sensations un petit peu différentes. Je prends l'exemple des aurores ou alors d'une éclipse de soleil. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu une. Faites le déplacement un jour d'en voir une. Oui, vous avez une chance inouïe. En Europe, on va pouvoir voir l'année prochaine en Espagne, au mois d'août. Au mois d'août, donc un moment où a priori le ciel devrait statistiquement être plutôt dégagé, on espère en Espagne. On espère, ouais. Que ça soit pas juste une dépression espagnole. Il peut y avoir des orages typiquement. Avec des orages, ouais. Si on peut faire le combo des deux, ça peut être sympa. C'est ce que j'allais dire, si on peut faire le combo. Voilà, alors il y a des grâles aussi, c'est l'aurore boréale plus l'orage, il y a le volcan plus l'aurore boréale, il y a des combinaisons qui sont, c'est comme le poker en fait, il y a des combinaisons qui valent plus que d'autres. Après il y en a qui sont plus compliquées à réaliser, hein. L'aurore boréale plus le volcan plus l'orage. Après, on mais il y en a, c'est arrivé. Oui. C'est vrai, c'est arrivé. Ouais. Aurore boréale, volcan, orage, c'est arrivé. Il y avait orage, aurore boréale en Adriatique, parce que cette année, avec les maximums solaires, il y a eu des aurores boréales jusqu'en Italie, et il y a quelqu'un qui a fait des photos de... Mais il y a même Dean Gilles, je crois, qui a fait un orage au loin avec une aurore boréale légère au-dessus, hein, il me semble. Ouais, j'ai fait Red Sprite et aurore boréale, c'était pas mal aussi. Ben voilà, il y a des combinaisons comme ça. Qui est mieux. Ça gagne contre la flush. J'ai envie de laisser un petit peu de temps à vous, au public, pour poser éventuellement des questions. L'idée, c'est de rentrer en contact avec leur personnalité, leurs expériences. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon moi j'en ai encore plein. Donc, mais je voudrais d'abord vous laisser la parole si toutefois vous avez envie de leur poser des questions sur des... Dites oui quand même, ça serait quand même super sympa pour eux. Il y a des mains levées, je vois rien en fait avec la fumée. Non, personne. C'est moi qui vais la poser. Alors, si, il y a quelqu'un. Merci. Oui, bonjour. J'ai une question pour vous trois. Alors, on en avait parlé il y a très longtemps de ça avec Laetitia, par rapport à des cauchemars et des rêves qu'on peut faire sur notre passion. On en avait discuté sur l'exposition de Xavier Delorme au Festival de Montier-en-Der il y a très longtemps. Je crois que c'était 2017. Et du coup, je te disais que moi, je rêvais quasiment 2 fois par semaine d'une tornade qui naissait à côté de chez moi et tout. C'était génial, super, des éclairs. Et là, je prends le boîtier et plus de batterie. Plus de batterie, ou alors la carte SD absente, ou l'appareil pas dans le sac, etc. Ça rappelle à l'époque de l'argentique, où quand tu avais mal clippé la pellicule et que tu fais des photos, puis quand tu étais arrivé à 45 pouces, tu dis mais ça n'existe pas les photos, c'est ça, non? Ouais, c'était limite ça. Et du coup, je voulais savoir si dans votre passion, du coup, il y a des nuits où ça vous arrive de rêver du coup de la photo parfaite, et en fait, ça devient un cauchemar, quoi. Laetitia, peut-être? Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Surtout à la veille de partir en périple américain, par exemple. Là où on se dit, est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que tout est OK? Est-ce que j'ai bien... Ou alors en périple italien, parce que, à part arriver en retard sur une belle situ, on peut aussi se dire, j'ai peut-être pas... Mes batteries sont peut-être vides. Ouais, non, c'est déjà arrivé. Ouais, honnêtement. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Yann et il a souvent ses cartes mémoire pleines. Donc il fait de la place devant l'orage comme ça. En gueulant comme un sourd dès qu'il voit un impact de foudre ou une trombe. Mais je crois que c'est pas le seul. Vous pouvez, c'est intéressant que vous puissiez aussi répondre en termes de rêves, de cauchemars. Moi, je vais étendre un peu la question, si vous me le permettez. Ça serait intéressant de parler des fantasmes, de l'image qu'on imagine, qu'on désire. Tu as un peu évoqué ça, Maxime, tout à l'heure. L'orage, il faut savoir que
on va pas choisir exactement le cadrage. Enfin, on va choisir un cadrage, mais on sait pas ce que ça va donner, puisque l'impact de foot, par définition, on sait pas du tout quelle forme il aura, où est-ce qu'il va taper. Donc on peut choisir un cadre dans lequel l'orage va pouvoir, entre guillemets, s'exprimer, mais ça vient d'un fantasme. Au départ, on a une idée de la photo qu'on a envie de faire. On va retourner des dizaines de fois au même endroit, sur ce point de vue, avec cette composition qu'on a repérée. Maxime, puis peut-être Antoine après. Ouais, bah c'est exactement ça en fait. Moi, c'est vraiment la base de ma démarche, c'est ça. C'est que j'ai des images en tête, vraiment, dans des lieux, et aussi parce que je suis tributaire du fait qu'il y a un abri. Mais du coup, j'ai vraiment des compositions très spécifiques en tête sur certains trucs, des combinaisons spécifiques que j'imagine. Et l'idée, ça va être d'y retourner, effectivement, ça marchera rarement du premier coup, jusqu'à ce que les conditions se combinent bien, quoi. Mais souvent, ça passe derrière, ça passe à côté, ça. Je sais que tu es amateur de peinture aussi. Salvador Dali il disait qu'il rêvait ces tableaux. Il avait des rêves et puis il se réveillait au milieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver d'un truc et de le réaliser ? Je crois pas pour le coup avoir rêvé de composition photo, de choses comme ça. Par contre, les cauchemars, effectivement, c'est super récurrent. Je pense qu'on les fait tous, de se dire ouais, j'ai pas mon matos ou ça marche pas. Enfin, c'est un peu comme quand on essaye de courir et qu'on n'y arrive pas, tu sais. C'est ça. Ou alors le rêve où tu imagines que tu vas à l'école et que tu as oublié de mettre un pantalon, par exemple. C'est le même truc, mais plus on avance vers le printemps, plus on les fait en général. Je veux pas balancer, hein, mais Serge Zaka, qui a toujours chaud, en fait, il chasse souvent en caleçon, en fait. Donc c'est pas vraiment une blague, hein, ce que je dis. Hein. On peut chasser à poil, ouais. J'ai vu Yann en slip sous un orage, ouais, sortir de sa tente et pas avoir le temps d'enfiler un pantalon. Donc si, ça existe. Antoine, peut-être sur les rêves, les cauchemars, les fantasmes. Peut-être on va étendre la question. Il te reste encore, par exemple, le territoire américain à découvrir. Est-ce que tu as des rêves, des désirs qui sont arrivés au fur et à mesure de ta pratique photographique ou de ta pratique de chasse à l'orage ? En soi, j'ai pas forcément de fantasme photographique déjà en tant que tel, parce que je suis pas très axé photo non plus. Par exemple, moi, des exemples de composition, alors il y en a toujours. Il y a toujours un point de vue qu'on aimerait bien fructifier avec, par exemple, un point de vue en hauteur avec une église en bas. Voilà, on a tous des fantasmes de se dire, putain, s'il y en avait un qui... Pardon. Si, il faut être naturel, c'est le but de cette discussion. S'il y en a un qui pouvait taper le clocher de l'église sur ce spot-là, bien ramifié, enfin voilà, on a toujours des fantasmes, qu'on le veuille ou non, au niveau de la photographie. Ensuite, moi, c'est surtout quand je vais arriver sur un spot, voilà, je vais me dire, tiens, peut-être que oui, j'aimerais bien faire une photo particulière dessus, mais je suis pas forcément attiré non plus à 100% par la photographie, donc j'ai pas forcément des fantasmes absolus de ce côté-là. Par contre, oui, si j'en reviens au rêve, oui, c'est récurrent. Ben là, la saison approche, je vais pas dire que c'est toutes les nuits, mais ça serait quand même un peu inquiétant. Mais c'est quand même récurrent, et des rêves parfois agréables où tout est magnifique. Et justement, c'est encore plus frustrant parce qu'on a vraiment envie d'y être. Et des fois tout l'inverse, où je foire complètement mes chasses, je sais plus rien faire. On a l'impression d'avoir tout oublié. On court continuellement derrière un orage qui avance trop vite. Bon, ça, c'est pas forcément que des rêves, mais oui, en soi, en fantasme, non, en rêve, oui. Enfin, le phénomène en lui-même est tellement dévorant au niveau de la passion qu'on a forcément des rêves plein la tête, quoi. Est-ce qu'on a une autre question, s'il vous plaît? Oui, alors je pense qu'on a tous une fois eu peur, ça te fait une frayeur, mais question particulière peut-être pour Maxime qui se met peut-être plus en danger que d'autres. Je voulais j'achèterai ton livre tout à l'heure sur ton stand parce que j'adore. Fais gaffe à ta réponse. Hein. Va pas rater la vente quand même, ce serait dommage. Ce que j'adore, ce que tu fais. Enfin, quand on voit une de tes photos, c'est une photo de Maxime Daviron. T'as un style unique, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Parlons je referme la parenthèse. Mais est-ce que tu t'es déjà fait peur? Raconte un petit peu plus, peut-être tes chasses,
techniques peut-être, et enfin, je sais pas, la vie de tes chasses. Bah déjà merci, mais alors en termes de coups de flip, oui bien sûr ça c'est arrivé, mais au final peut-être moins qu'en chasse traditionnelle quand je suis en plaine en voiture. Finalement, tu prends plus de précautions. Le fait donc, est ouais. que je me suis créé, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, un certain nombre de règles, de choses à respecter. Vraiment, il faut avoir une discipline hyper rigoureuse pour pas prendre ces choses-là à la légère. Et le fait de prendre toutes ces précautions à ce point-là, finalement, fait que je me retrouve très rarement en conditions difficiles. En tout cas, je suis quasiment jamais exposé. Mais il y a toujours évidemment des erreurs, ça arrive. Il y a notamment une fois où une de mes règles, c'est que je calcule le temps qu'il me faut pour monter. Et je prévois une grosse marge pour arriver en avance et être à l'abri, être sûr d'être à l'abri quand l'orage commence. Et ce jour-là, j'ai pas du tout respecté cette règle, je suis parti beaucoup trop tard. Et les orages ont eu 2 heures d'avance. Donc le combo des deux, je me suis retrouvé sur la grêle au bout d'1 heure de marche, vraiment à me faire mitrailler tout autour. Donc je suis redescendu la queue entre les jambes pour le coup, et effectivement c'était un peu craignos, mais ça m'a servi de leçon pour le coup. Mais je trouve au final qu'en plaine, c'est souvent plus dangereux, notamment à cause de la voiture, de la route. Ce qui est peut-être le plus dangereux dans notre pratique. Vous êtes déjà fait peur, Antoine, Laetitia ? Oui, mais même après quelques années de chasse, ouais. Ah non, mais t'es pas obligé de raconter ça devant ta famille, ils vont plus te laisser partir après. Ils savent. Non. Tu veux nous raconter une anecdote ? Des petites frayeurs, oui, bien sûr. Bennington 2013, superbe tornade, 45 minutes au même endroit, enfin bref, un truc. Puis on se décide, bon tiens, on va aller voir ce qui s'y passe, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle a ravagé ? On arrive sur place et puis il y avait toujours un petit peu de rotation. Sauf que aux États-Unis, on emprunte souvent ce qu'on appelle les dirt roads, donc les routes de terre. Et dans ces conditions, c'est pas forcément bien évident. Et notamment après le passage d'une tornade de cette intensité. Donc je crois que, si je me souviens bien, une F4. Et puis le ciel était très vert, j'ai continué à filmer, et je ne regrette pas d'avoir ces images qui sont pas très esthétiques, mais qui montrent vraiment, vraiment les dangers d'une chasse. Parce qu'on arrive, on continue notre progression sur ce chemin de terre, et puis à un moment donné, on voit quand même pas mal de choses sur la route, impossible de repasser. Donc ça veut dire faire demi-tour, on n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'échappatoire, donc ça veut dire faire demi-tour et repasser dans la zone rotative. Donc il ne s'est rien passé, je suis toujours là, mais quand même. Et là, je crois que ça sert de leçon. Donc on était une équipe très soudée, on avait pleinement confiance les uns aux autres, et ça c'était vraiment important. Mais ça arrive. Je pense qu'il faut rester à un moment donné, se dire bon, je suis peut-être allé un petit peu trop loin. La foudre, c'est pareil, hein, à Besançon. Un jour, je ne le sentais pas, et pourtant, les points de vue de Montfaucon, il y a une antenne, et je me dis, potentiellement, on est protégé, parce qu'on a quand même moins de chances d'être impacté par la foudre qu'une antenne qui fait, je ne sais pas quelle hauteur est-ce qu'elle fait, mais... Et puis, j'ai décidé de prendre un petit peu de recul, et finalement, quand je me suis éloignée peut-être d'une centaine de mètres, c'est tombé à côté. Il y avait une barrière métallique, donc c'est peut-être tombé dessus, je ne sais pas, je n'avais pas la visibilité, mais oui, ouais, là je me suis gentiment fait remettre à ma place, et ça sert de leçon. Ouais, on se fait un petit peu peur de temps en temps, ouais. Il nous reste assez peu de temps, mais j'aimerais... Il reste des questions ? On peut faire une dernière question ? Ouais. Oui, alors je vais avoir une question pour tous les trois, et je vais rebondir sur la précédente question que je trouvais très belle par rapport aux rêves. Moi, la mienne va même être davantage encore plus onirique et même symbolique, voire philosophique. C'est par rapport à votre relation, du coup, en regardant du coup le ciel, et votre relation aussi par rapport aux autres. Si vous êtes déjà, en fait... je veux dire, la foudre, l'orage ou même les différents états du ciel ont toujours, alimenté toute une connaissance et tout un développement autour de la mythologie, que ce soit du coup du début de l'art pariétal jusqu'à aujourd'hui, et savoir si vous êtes déjà projeté, imaginez en fait
être dedans, au-dessus, peut-être dans vos rêves ou même visuellement, et votre relation aussi par rapport aux autres, si en fait vous vous sentez même du coup différent, dans le sens où peut-être un peu illuminé ou ovni par rapport aux autres, par rapport à votre sensation que vous avez par rapport à ça, quoi, votre relation. Une forme de transcendance, quelque chose comme voilà, ça. Oui, c'est oui. bien, ça va faire la boucle avec, parce que on me dit qu'il faut conclure, mais c'est super intéressant, ça va faire la boucle avec le thème de la conférence qui était la quête existentielle. En 2 mots, c'est quoi la passion ? Qu'est-ce qui fait qu'on est... Non, mais juste, qu'est-ce qui vient ? Moi j'ai une citation après, si vous savez pas. Vous voulez que je parle pour vous ou vous voulez répondre à la question ? Je prends soin de votre fatigue, hein, dites-moi, ce qui vous arrange. Je pense qu'on se sent habité, entre guillemets, par la passion. En fait, moi je dirais que c'est surtout ça, c'est que, en fait, je dirais que la personne que je suis, en étant aux orages, et la personne que je suis en dehors, n'est pas du tout la même. J'ai deux phases différentes, complètes. Et porté par une énergie particulière. Non mais c'est exactement ça, et c'est vrai que c'est pour ça la question est super intéressante. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez calme, assez calme mais assez stressé. Mais par exemple. ça va te porter, en fait, ça va me mettre un coup de boost, et à l'inverse, je ressens beaucoup moins de stress lorsque j'y suis. Et en fait, c'est des émotions que je ressens avec les orages, mais que je suis incapable de ressentir avec quelconque autre phénomène, quoi. Merci. Désolé pour l'interruption, mais c'est vrai qu'on manque de temps, il y a quelque chose après, mais par contre, on reste disponible si vous nous croisez pour continuer à discuter. Vous avez la conférence de Maxime cet après-midi qui va développer sa démarche, donc vous allez pouvoir voir dans le détail tout ce qu'il fait. Je voudrais juste terminer sur une citation d'une personne très importante, enfin en tout cas pour moi, mais je pense aussi pour d'autres personnes, il s'appelle Alex Herman, qui a été le pionnier, un des pionniers mondiaux d'ailleurs, et il se trouve qu'il est français. Alex Herman, c'est un des premiers chasseurs d'orage en France, qui a dit une phrase que tu as citée dans ton livre, et je voudrais terminer là-dessus. La photographie d'orage, c'est fossiliser une fraction du temps, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui veut tout dire. Merci beaucoup.